Bonjour, nous sommes lundi 27 août 2018 et aujourd'hui mon exposé s'intitule Lundi matin, Monsieur Trump a la gueule de bois. Alors pourquoi a-t-il la gueule de bois? Et de manière assez solide, parce que nous savions déjà depuis le mois de mars que son avocat personnel, Monsieur Michael Cohen, avait été arrêté et qu'avaient été saisis absolument tous les documents dont il dans sa possession. Certains étaient couverts par le secret des communications entre un avocat et son client, mais finalement pas grand-chose dans tout ce qui a été saisi qui pouvait relever de cette catégorie-là. Et on a appris rapidement que M. Cohen était quelqu'un de très prudent et qu'il enregistrait tout. Et donc voilà, tout ça se trouve là. Alors, c'est pas une bonne chose, tout le monde est d'accord. Quand vous avez des ennuis en justice, si on saisit tous les dossiers de votre avocat. C'est pas tout. On avait appris la semaine précédente que M. Donald McGahn, qui est toujours d'ailleurs le counsel, le legal counsel, qui est le conseiller juridique de la Maison Blanche, avait passé 30 heures à déposer devant la commission Mueller qui enquête sur une collusion éventuelle de l'équipe Trump avec la Russie, mais aussi à toutes les tentatives d'obstruction, d'entrave à la justice qui ont pu avoir lieu depuis venant de la part de M. Trump pour empêcher que cette enquête sur la collusion éventuelle avec la Russie ait véritablement lieu. 30 heures de discussion, c'est beaucoup, on peut raconter pas mal de choses en 30 heures. Donc, mauvaise nouvelle aussi pour M. Trump. Il a découvert que son conseiller juridique à la Maison-Blanche avait décidé depuis pas mal de temps, pour se protéger lui d'une certaine manière, de défendre l'institution de la présidence plutôt qu'un président en particulier, à savoir M. Trump. Alors c'est déjà, voilà, c'est pas mal d'informations déjà, mais ça ne s'arrête pas là. On a appris au cours de la semaine, pour M. Cohen, on a appris pas mal de choses quand il a fait sa déposition, reconnu coupable, il s'est reconnu coupable mardi devant une cour de Manhattan, Southern District of New York, de 6 chefs d'inculpation. 8 chefs d'inculpation, 6 qui portent sur des affaires d'impôts et 2 qui portent sur des infractions aux lois sur les campagnes électorales. Alors, Michael McGahn, alors on a appris aussi que M. David Pecker et M. Dylan Howard, qui dirigent la compagnie American Media, dont la principale publication est National Enquirer, publication qui s'était fait une spécialité pendant depuis pas mal de temps d'ailleurs, d'étouffer les affaires, la presse négative autour de Monsieur Trump, en promettant aux personnes qui avaient des informations de les publier et de les payer pour les publier. Et en fait, c'était de la hush money, l'argent pour faire taire. L'intention n'était jamais de publier ces choses-là. Cette compagnie a non seulement, ce journal, ce magazine, ont non seulement diffusé essentiellement des informations favorables à M. Trump et défavorables à ses adversaires, mais ont aussi étouffé toutes les nouvelles potentiellement négatives. Ils sont sortis de leur rôle d'organe de presse légitime. Monsieur Howard et Monsieur Pecker ont droit à l'immunité et vont pouvoir dire tout ce qu'ils savent sur les dossiers qui ont été enterrés par leurs soins dans leur coffre-fort, dont il est beaucoup question. Alors, avocat, conseiller juridique de la Maison Blanche, personnes qui se sont occupées des relations publiques et de la com de Monsieur Trump de manière agressive. Dernière nouvelle dans la semaine,
Monsieur Alan Weisselberg, le comptable de Monsieur Trump, va se mettre, ou s'est déjà mis à table lui aussi, le comptable de la Trump Organization, mis en cause pour les paiements de monnaie pour faire taire certaines jeunes personnes du genre féminin qui ont eu des liaisons avec monsieur Trump. Le comptable de monsieur Trump est maintenant lui aussi du côté de la justice. Vient s'ajouter à cela, et on le savait depuis un certain temps, les enregistrements, 200 selon elle, Madame Omarosa Manigault Newman, confidente de Monsieur Trump à la Maison Blanche, licenciée, et qui a elle aussi pas mal de dossiers avec elle. Au moment où Monsieur Michael Cohen se choisit comme avocat, un certain Lanny Davis, qui est un ami de la famille Clinton, on fuite un enregistrement d'une conversation entre Monsieur Michael Cohen et Monsieur Donald Trump. Personne n'a le moindre doute sur le fait qu'il s'agisse bien de cette personne-là, du président au bout du téléphone. Et on s'interroge, on écoute, je ne sais pas, c'est une vingtaine de secondes, et la presse s'interroge beaucoup sur le fait de savoir est-ce que c'est bien M. Trump qui a prononcé le mot en argent liquide, ou bien est-ce que c'est M. Cohen, parce que, bien entendu, vous le savez, les opérations en argent liquide, quand il s'agit de sommes de $130,000, comme c'était le cas à propos du versement, en effet, à Madame Stormy Daniels, de son vrai nom, Stephanie Clifford, ça met la puce à l'oreille, en tout cas des impôts. Quand j'ai entendu, moi, cette conversation, il y a une autre chose qui m'a frappé. En fait, je n'avais pas entendu cette histoire pour être honnête, cette histoire d'argent liquide. Ce qui m'a frappé, c'est que Monsieur Michael Cohen dit, je me suis arrangé pour tous ces transferts, pour ces trucs-là, avec Alan. Et on entend le président qui dit oui, et il dit Alan Weisselberg. Bon, ça m'a frappé. Pourquoi quand M. Michael Cohen a dit j'ai arrangé les versements avec, et bien entendu, le comptable de M. Trump, pourquoi, dit-il, prononce-t-il clairement le nom de la personne? Mon hypothèse, je crois que c'est l'hypothèse de tout le monde, c'est parce qu'on a l'intention de le faire entendre à quelqu'un d'autre. En tout cas, on a l'intention que le jour où quelqu'un d'autre l'entend, qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté de sur qui il s'agit, qu'on n'aille pas chercher parmi tous les Allen. Est-ce que ce ne serait pas par hasard le poète beat Allen Ginsberg? Est-ce que ce ne serait pas M. Alan Greenspan à la tête de la Federal Reserve il y a pas mal d'années? Non, Monsieur Cohen dit, c'est Alan Weisselberg. Bon, Alan Weisselberg, c'est effectivement le comptable impliqué comme ça par Monsieur Cohen, que le jour où on lui saisirait sa bande, ou il la sortirait lui-même pour se défendre, qu'on n'ait aucun doute sur à qui il fait allusion, de qui il s'agit. Vous allez voir, c'est pas un coq à l'âne, c'est pas une digression. Il y a, en 2009, il y a une revue d'anthropologie qui m'a demandé comment devient-on l'anthropologue de la crise. Alors, j'étais un peu perplexe, là on était juste après l'effondrement de septembre 2008, de la crise des subprimes, et j'ai demandé à un de mes fils, j'ai dit, comment est-ce que tu répondras à ça? Il m'a dit, dis comment tu es devenu l'anthropologue de la crise. Et donc j'ai fait ce texte et je l'ai donné à la revue Terrain, la revue d'anthropologie, et ils me l'ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas du tout ça qu'on voulait dire. Bon, en fait, voilà, mon fils et moi, on s'était complètement trompés. On voulait dire simplement quel regard porterait un anthropologue sur la crise. Bon, alors je me trouvais avec mon texte, je l'ai publié
J'ai publié sur le blog et aussitôt ça a été vu par la revue Le Débat, que vous connaissez sans doute, dirigée par M. Pierre Nora et par M. Marcel Gaucher, qui l'ont publié. Et beaucoup plus récemment, on a republié un extrait de cela dans ce livre qui s'appelle « À quoi bon penser à l'heure du grand collapse », qui est un entretien de ma part avec messieurs Jacques Athanase Gilbert et M. Franck Cormeret. Bon, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que une des questions qu'il ne faut pas les résoudre, c'est à quel niveau est-ce que j'ai fonctionné dans les banques américaines où j'ai travaillé pendant 12 ans, et en particulier dans le secteur d'abord prime et puis dans le secteur subprime. Et j'ai expliqué que mes compétences dans le domaine, je ne connaissais pas la finance au départ, mais enfin, j'ai acquis ça sur le terrain. J'ai appris ça en mettant les mains dans le cambouis, font que, et puis bon, j'avais un doctorat et ainsi de suite, je connaissais pas mal l'informatique, je comprenais un peu tout ça, on s'est mis à se tâter au niveau de la direction des banques où je travaillais pour savoir jusqu'à quel niveau on allait me faire monter. Et là, j'ai compris qu'il y avait un plafond de verre dont j'ai parlé justement dans ce texte. Ce plafond de verre, c'est qu'on vous teste un petit peu, petit à petit, sur votre tolérance à la fraude. On vous mêle à des histoires de rétrocession de 5% sur des petits machins et on regarde comment vous réagissez. Et si vous ne dites rien, c'est déjà suspect parce que il faut que vous manifestiez un grand enthousiasme, sinon vous êtes suspect a priori. Et j'avais signalé, comment appelle-t-on le fait que vous soyez allergique à la fraude, si c'est le cas. C'était le cas pour moi. On dit il n'a pas l'esprit d'équipe. C'est le langage codé qu'on utilise pour dire que c'est quelqu'un qui va vouloir faire les choses honnêtement et qui du coup est un danger. Il faut surtout pas le faire venir, ou la faire venir au niveau de la direction. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que M. Trump est en train de le découvrir. Il est en train de découvrir que si on est un homme d'affaires, je ne sais pas s'il faut dire un homme d'affaires véreux, c'est son cas, mais si on est un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui dirige une grosse entreprise, on a dû faire preuve, d'esprit d'équipe. On a dû faire preuve d'esprit d'équipe. Ce qui veut dire que si on vous fait venir un poste important dans l'administration, au gouvernement, à la direction des États, vous y arrivez avec de très nombreuses casseroles. Et que si vous dérapez un petit peu, si vous dérapez un petit peu, c'est pas grave, je l'ai dit, ça a été le cas un peu de M. Ronald Reagan au départ, ça a été surtout le cas de Mme Thatcher, c'est pas grave, il y a une certaine tolérance à ça, mais il y a des choses à pas faire, par exemple, raconter des secrets d'État à l'ambassadeur russe quand il est en visite et au ministre des Affaires étrangères de la Russie, lui dire que c'est un agent israélien qui a diffusé telle et telle information, c'est pas bon, l'espionnage n'aime pas qu'on trahisse les secrets comme ça, surtout avec les gens qu'on suspecte d'être la cause de la raison pour laquelle on espionne. Donc ça, il ne faut pas faire. Là, on dépasse les bornes et là, l'institution va réagir comme ainsi c'est pas, j'ai déjà dit, c'est pas une histoire de deep state, c'est pas une histoire de complot, ceci, cela, c'est le système immunitaire d'un État. Quand on touche à certaines choses, si voilà, à ce moment-là, les leucocytes, les globules blancs se mettent en marche et on va éliminer l'élément extérieur agressif. Et donc, on se trouve dans la situation où il y a une personne qui a pas vendu la mèche, c'est M. Manafort. M. Manafort qui, lui, est sans doute, s'il y a eu collusion, au sens où information véritablement payée, véritablement transférée directement de Russes à des Américains, d'argent payé en retour, M. Manafort, c'est ça. Et là, on a fait pression sur lui. Il a été condamné dans un procès qui s'est terminé mardi, quasi simultanément d'ailleurs avec la déclaration coupable de monsieur Michael Cohen. Et monsieur Manafort n'a pas encore craqué. Lui, le lien immédiat avec une éventuelle collusion avec la Russie, lui, il est toujours là.
Et comme je voulais j'attire votre attention là-dessus dans la semaine écoulée, finalement, c'est devenu absolument indifférent. Il y a suffisamment de choses maintenant avec l'avocat, avec le comptable, avec les agents de presse délégués, avec le conseiller juridique de la Maison Blanche, avec Madame Manigault, Manigault Newman, qui a ramassé encore tout ce qui traînait encore et tout ce qu'on aurait pu ne pas savoir, elle sur les manches. Finalement, cette histoire de la collusion avec la Russie, on finira par la savoir. On saura si c'est oui ou c'est non, de quelle manière, etc. Mais d'une certaine manière, M. Muller, et ça je l'ai dit dès le départ, c'est un monsieur qui va simplement, il va pousser à la faute. Il va pousser à la faute monsieur Trump. Il va se contenter de faire cela. Et c'est ce qu'on peut voir. Alors, la commission Muller déposera ses conclusions, mais ça arrivera, je dirais, une fois après la conclusion. Après la conclusion, il y a dans tout ce qu'on a appris et dans tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on a appris la semaine dernière et tout ce qu'on va encore apprendre avec les gens qui ont reçu l'immunité pour dire ce qu'ils savent, il y a suffisamment pour impeach monsieur Trump. Il y a même probablement 50 fois trop. Tout va apparaître, l'argent sale, voilà, les collusions d'ordre divers, qu'il n'y a pas seulement la Russie, qu'il y a aussi le et puis le AA. Là, je dis rien parce que moi, vous savez, je parle que d'informations qui sont confirmées. Voilà où on en est. Voilà pourquoi monsieur Trump s'est réveillé, je crois que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h du matin, parce qu'il va dormir très tôt, ça on le sait, et pour tweeter en lettres majuscules, pas de collusion avec la Russie, chasse aux sorcières. Et tous les greffiers de tribunaux, tous les procureurs spéciaux à Manhattan, à Alexandrie en Virginie, à Washington, tous ces gens-là s'en fichent absolument. Tout ça viendra après. On saura exactement ce qui s'est passé. Une fois que M. Trump sera sorti du paysage, il y a trop de choses. Et comme vous le savez, ils se sentent vulnérables, non pas tellement sur je dirais sur les libertés qu'il a prises avec la loi dans ses affaires, mais la chose à laquelle il est sensible, et de manière qui paraît excessive à pas mal de gens, c'est sa relation avec sa fille, c'est sa relation avec ses deux fils. Et là aussi, je crois qu'il ne sera même pas nécessaire de les inculper les uns ou les autres pour ce qu'ils ont fait. Le simple fait qu'ils soient qu'on peut les arrêter d'un jour à l'autre, je crois que c'est en train de miner entièrement monsieur Trump. Et il ne s'agit pas, comme je dis, si on les arrête, ce sera sur des choses tout à fait justifiables et tout à fait justifiées. Je vais parler de Madame Paula Duncan. Madame Paula Duncan, c'est cette jurée qui parle à la presse, la jurée au procès de Paul Manafort. Et j'ai insisté dans ma dernière vidéo sur le rôle crucial qu'elle joue, non pas en tant que telle, c'est une citoyenne ordinaire, mais en tant qu'elle est révélatrice de quelque chose. Le fait que c'est un supporter enthousiaste de M. Trump, avec casquette rouge et tout ça, et elle était d'avis que sur les 18 chefs d'inculpation de M. Manafort, elle était convaincue, elle, qu'il était condamnable pour les 18 chefs d'inculpation. Cela fait penser aux discussions que les commentateurs ont, en disant, on nous répète tout le temps qu'il y a quand même 40% de personnes dans la population qui sont toujours en faveur de Trump, qui l'étaient au départ et qui le sont toujours, ça n'a pas bougé. Mais les commentateurs disent, regardez, cette dame Paula Duncan, elle est tout à fait représentative des supporters de Trump, mais quand on la met face à des accusations précises dans un tribunal comme comme membre d'un jury, elle dit, il est coupable de M. Paul Manafort, il est coupable de tout ce qu'on lui reproche.
Et les commentateurs disent, si elle était dans un tribunal et qu'on lui présente ce qu'on sait déjà et qu'on va savoir sur M. Trump, elle dira aussi, bon, ce monsieur est très gentil et je voterai volontiers pour lui, mais il est coupable de tout ce qu'on nous montre. Et c'est ça, bien entendu, qui va se passer. Monsieur Muller, et ça, on le pouvait le savoir en lisant son CV, son curriculum vitae, c'est quelqu'un qui il allait gagner, et il allait gagner, comme je l'ai dit l'autre jour, de manière taoïste, c'est-à-dire en faisant le Wu-Wei, en faisant le minimum nécessaire, en laissant simplement, quand les événements allaient dans son sens, simplement laisser les éléments aller dans son sens. On peut le révoquer demain, ça n'a aucune importance. Toutes les affaires sont dans les tribunaux, tous les gens à qui on a promis une immunité vont raconter, vont chanter, vont raconter ce qu'ils savent. Cette affaire est pratiquement close. Il va peut-être arriver je dirais, jusqu'au bout de son mandat, mais ça n'a pas d'importance. Le dénouement, il a eu lieu la semaine dernière, et c'est pour ça que M. Trump a la gueule de bois. Il sait comment cette affaire va se terminer. Voilà.